Bonjour, je suis Xander. Je vais vous parler d'abord de cinéma aujourd'hui. C'est une discipline que j'ai enseignée pendant quelques années. Et c'est bizarre parce qu'en fait, il y a très peu de lois dans le domaine de la mise en scène ou des images qui sont vraiment pertinentes. La principale des lois, c'est que pour créer de l'action dans l'image, pour dramatiser, pour créer du drame, drama ça veut dire action, il faut une lumière qui vienne d'une direction particulière. Et ça va créer des ombres, ça va en fait déjà faire une mise en scène du sujet. Alors que si tu as des lumières partout, ce qu'on appelle des lumières d'ambiance, ou qui sont avec des diffuseurs, tu n'as pas en fait de dramatisation. Bah en fait, tu vois, c'est comme dans la vie. Dieu, il a mis, tu l'appelles Dieu ou la source ou le divin, il a mis une étoile, le soleil, qui nous éclaire. Et c'est pour ça que tu sais que tu es comme dans un film. C'est action. La vie, c'est action. Parce que tu as bien un spot, comme au cinéma, qui t'éclaire pendant ta vie pour ton action. Ce qui veut dire que tu es là pour action. Il n'a pas fait une lumière d'aquarium, il n'a pas fait une lumière d'ambiance. Il t'a fait une lumière directionnelle. Ça veut dire que ta vie, tu dois l'agir. Et en plus, il a fait ce spot qui bouge. Mais il y a un seul spot. Et la nuit, c'est là que il a fait une lumière qui est plus diffuse avec la lune. Parce que la lune, c'est effectivement une lumière diffractée. Et la lune, c'est pas le moment de l'action. C'est le moment du rêve. C'est le moment où tu te connectes avec ta vie intérieure. C'est le moment où tu vas ingérer tout ça et tu passes dans une dimension qui est celle de ton intériorité. C'est pour ça que tu as une lumière qui est diffuse. Alors il y a quand même une ombre légère, il y a des ombres légères avec la lune, mais tu baignes dans une lumière blafarde. J'ai jamais compris pourquoi je suis passé dans ma vie par l'analyse de l'image. Mais l'analyse de l'image, ça m'a passionné. Parce que quand tu analyses les images, et après tu peux analyser tout, tu peux analyser les tableaux, les peintures, l'image fixe ou l'image animée, tu comprends tellement de choses sur les êtres humains, sur la vie humaine. Et tu comprends qu'effectivement, on est dans un grand théâtre. Toujours. Je vais bientôt quitter le survol que je fais de l'Asie pour passer à l'Afrique. Et bien sûr, je vois beaucoup de touristes. Et je remarque qu'ils font des séjours assez courts, contraire de ce que je fais. Moi, je me mets dans un endroit et j'attends et je m'imprègne des lieux. Et j'observe et je vois un peu. Les gens font des séjours de 2-3 jours parce qu'ils vont aller de là à là à là. Ils veulent en avoir pour leur argent, ils veulent s'en mettre plein les yeux. Pour eux, expérimenter la vie, c'est cumuler les expériences, voir tout. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils passent dans un endroit, ils vont voir une sorte d'instantané de mise en scène de cet endroit. Et ils vont avoir l'impression que c'est quelque chose qui existe, qui reste en stand-by. C'est génial. C'est comme une image arrêtée. L'hôtel où ils vont aller, le resort où ils vont aller, même les poissons qu'ils vont voir, tout ça c'est figé en quelque sorte pour toujours. Mais en vérité, c'est pas vrai. Tout est périssable. Ils ne le voient pas parce qu'ils font que passer. Mais les poissons qu'ils vont voir à l'instant T où ils viennent, dans 2 ans, la plupart seront morts. Ils seront bouffés. Ils seront morts de vieillesse. Le corail, même, il évolue très lentement. Il aura changé. Les éponges aussi. Le pire, c'est les structures architecturales. Le fait que les matériaux, tu ne le vois pas, mais ils vont se dégrader tout doucement. Il y a une sorte de putréfaction qui se fait même du bois. Il y a une sorte d'évolution. Mais en fait, tout le monde a l'impression d'être, quand il regarde ses souvenirs, dans un décor figé. Et c'est ça qui est génial, c'est l'illusion de la vie. C'est une espèce de film qu'on vit. Mais on ne voit pas que c'est une structure qui est en dégradation perpétuelle ou en évolution ou en transformation perpétuelle. Parce que bien sûr, il y aura d'autres poissons qui viendront remplacer. Tu repasses dans 4 ans, tu verras l'arrière-petit-fils. Et tu avais vu le grand-père poisson. Et tu vas voir ensuite l'arrière-petit-fils poisson. Et qui vient faire coucou. Je suis poisson perroquet. Ah, toi, t'es le même que l'autre fois. Non, non, je suis l'arrière-petit-fils. Je suis 3e génération. C'est à mourir de rire. Mais nous vivons dans ce genre d'illusion.
et nous vivons effectivement avec un spot perpétuellement au-dessus de nous. Et tout le monde bénéficie de ce spot parce que la Terre tourne et le spot en plus il bouge. Je veux dire, il est plus ou moins proche, etc. C'est génial quand tu réfléchis. Action. Et c'est ça qui est terrible, c'est que dans ce système qui est globalement un système où on reconstruit particulièrement, totalement, parce qu'on est comme ça des machines à créer d'illusions, à se créer des souvenirs, et c'est là que tu te dis, ah merde, l'être humain, il est grave, parce que il est déjà dans un show, sa vie c'est un show, il ne s'en rend même pas compte, mais il va recréer un show dans le show. Je suis quand même monté dans un de leurs, ce qu'ils appellent les long tail boats, c'est-à-dire les bateaux traditionnels thaïlandais, pour voir, pour me mélanger un peu avec les touristes qui faisaient une excursion, parce que ça permet aussi de prendre la température générale. Il y a des endroits comme Maya Beach, par exemple, qui sont devenus des réserves naturelles, on ne peut y accéder que comme ça. Et moi, je ne me promène pas avec mon portable, ni avec un appareil photo. Pourtant, je peux te dire que les photos, je sais les prendre et j'adore les prendre. Et je regardais effectivement depuis le bateau cette visite qui permet de voir ces rochers, tu sais, ces roches c'est magnifique en Thaïlande, qui émergent de l'eau et qui sont couvertes de végétation. Et aussitôt, ce qu'ils font tous, c'est qu'ils prennent leur portable ou leur appareil photo. Ne me dis pas que tu n'as pas fait partie ou que tu ne fais pas partie de ces personnes qui ont accumulé ou qui accumulent des quantités phénoménales de photos, notamment sur ce qu'on appelle les smartphones. Et les vacances sont l'occasion d'en faire des quantités. Alors, j'avais une adorable famille française qui plus est. Et bien sûr, ensuite, lorsqu'on a été posé, je me suis proposé, puisque j'étais seul, de les prendre en photo. Ils étaient ravis devant ceci, devant cela. Bon, on n'en finissait plus et c'était avec grand plaisir que je l'ai fait. Mais ce qui est dingue, c'est que lorsqu'ils sont arrivés, à un moment, il y avait une roche qui sortait de l'eau, c'était magnifique. Aussitôt, au lieu de regarder, tu vois, au lieu de regarder, de vivre, ils vivent pas. Je prends une photo pour... pourquoi ? Pour la stocker dans mon ordinateur, dans un disque dur, pour la montrer peut-être dans la famille. Tiens, ça c'était notre voyage en Thaïlande. Oui, pas mal. Après les Seychelles, on a fait l'île Maurice. Bon, ok. Mais combien de ces photos qui sont faites ne sont jamais regardées qu'une fois, rapidement, et quelquefois certaines d'entre elles ne sont jamais regardées. Donc les gens ne savent même plus être dans la vie. Il y a une espèce de miroir intermédiaire, de fond de teint, de glace sans teint intermédiaire. Ça va être l'appareil photo ou le smartphone. Et le smartphone a détrôné, puisque maintenant ils ont des objectifs qui sont de très belle qualité, il a détrôné même l'appareil photo de jadis. Alors, ce qui est dingue, c'est que tu sais que quand tu es en train de filmer quelque chose, quand tu utilises ton smartphone, tu es obligé quand même de te concentrer, de faire même s'il y a des mises au point automatiques, tu es obligé de... Tu vois finalement le monde, alors quand tu filmes c'est pire, à travers l'objectif de ton téléphone ou ton appareil photo. Déjà d'abord tu ne vois pas ce que tu filmes très souvent, ou tu le vois en pointillé. Tu n'es pas dedans. Mais comme je te dis en plus, cet élément de ta vie, ces précieuses secondes de ta vie, c'est ta vie, c'est pas celle du voisin, tu vois, tu n'en as qu'une. Tu es sur Terre, tu es incarné, tu as un temps qui est pour toi. En plus, c'est pas le même pour tout le monde. Hein. Et ben, ce temps-là, tu vas le squeezer, tu vas le mettre entre parenthèses, et il y a une sorte de filtre qui vient. Et en fait, en plus, une partie du contenu de ce que tu pourrais voir va disparaître dans une trappe qui s'appelle ordinateur, disque dur, mémoire du portable. Et alors, tu sais que ces trucs-là, alors là, j'adore, c'est le fin du fin de la connerie humaine. Je trouve que là, on touche l'Himalaya de la sottise et de la bêtise, mais de l'absurde. C'est que très souvent par les aléas de la vie, ces photos et ces vidéos peuvent être perdues, effacées. Il n'y a rien de plus fragile que tout ce qui est électronique, tu sais. Et on peut même mettre sur des disques durs. Des fois, les disques durs de sauvegarde ne marchent plus. C'est génial. Des fois, les ordinateurs ne fonctionnent plus. Bref, c'est une espèce... Il n'y a rien de plus léger, de plus effaçable, de plus aérien que ces données informatiques faites de 0 et de 1 qui contiennent en fait pour la plupart des gens toute
leur vie, tous leurs souvenirs, toutes les grandes émotions. C'est-à-dire que il n'y a pas de fête, il n'y a pas de commémoration, il n'y a pas de réunion, il y a toujours ces putains de portables qui ramassent la vie, notre vie, et qui l'ingèrent, qui la phagocytent, qui la bouffent. Et au lieu de vivre l'instant, d'être là présent, on est des caméramans de notre propre existence. Alors ça, cadreur. Alors s'il y a un métier, je veux dire parce que j'étais prof de cinéma, effectivement, s'il y a un métier que certains n'aiment pas, c'est être cadreur. Le cadreur, en général, il n'aime pas trop ce métier d'être cadreur. C'est pas un métier particulièrement le plus top, tu vois, quand tu fais du cinéma. Et ben tout le monde est maintenant metteur en scène ou cadreur de sa vie. C'est le comble de la connerie humaine. C'est pour ça que j'aime pas ces trucs-là. Alors le pire, c'est qu'ils sont partout, c'est-à-dire que et les Thaïlandais qui trimballent, les touristes de droite et de gauche, dans les moments de vide où ils font rien, ils ont dans les mains leur smartphone. Tu les verras jamais avec un bouquin. Je peux déjà te dire que ces gars-là, ils sortiront jamais de leurs conditions. Parce que si tu prends un bouquin, c'est foutu pour ton employeur, hein. Dis-toi bien que, moi je t'ai déjà dit, le truc qui est l'arme la pire, la bombe, c'est le bouquin. D'ailleurs, tu as certains employeurs, quand ils voient un employé avec un bouquin, c'est comme le chien, il commence à grogner, tu vois, à montrer des dents. Ça les hérisse. Par contre, si tu as ton portable, il n'y a pas de problème. Tu es un bon esclave. On sait que tu seras toujours dans le rang. Tu seras toujours docile. Tu seras toujours en train de suivre. Et ben même là, ils sont avec leur portable. On est foutus. Il n'y a pas à dire, on est foutus. Entre ceux qui se font trimballer, qui voient même pas le monde, qui vivent même pas la vie, et ceux qui les trimballent, mais qui sont déjà pareils, je veux dire, c'est mort, hein. Tu comprends pourquoi ils ont déclenché, parce qu'en plus, bon, je te dis pas, j'ai continué mes petites investigations, parce qu'autour des resorts, c'est là que c'est le pire. Et autour des resorts, eh bien, tu as tout un tas de cahutes, de mansardes, d'habitations complètement faites avec des bâches, des machins, des trucs. Et là, quand tu vas sous l'eau et que tu vas en face, c'est là que ça fait peur. Parce que déjà, au niveau du resort, avec tous les long tail boats, c'est sûr qu'à chaque fois, c'est sûr que c'est une zone, on va dire, un no man's land de vie. Bon, tu as bien sûr les poissons perroquets qui s'y baladent et tout, mais on va dire que globalement, là, c'est mort. Mais le pire, c'est encore en face de ces endroits qui sont habités par les locaux qui travaillent dans le resort. Et qui font aussi leur lessive qui balance dans la mer. Mais pas que ça. T'as de tout. Alors, t'as des filets de pêche, t'as des cordes, t'as des pneus, t'as de tout. Des tubes. Et alors, le pire, c'est que quand ils sont en train d'ancrer leur bateau, ils s'occupent pas trop des coraux. Donc, avec les ancres, les gros plateaux de coraux, tu sais, qui sont magnifiques, ils te les déracinent d'un coup sec et paf, ils les font basculer. Ils les cassent. Alors c'est vrai que j'ai perdu un peu de temps à enlever des plots de fils qui sont autour des coraux, mais à un moment, à la limite, tu te noies à force de le faire, parce que je fais ça en apnée, peu importe. Mais il faudrait nettoyer, il faudrait faire quelque chose, il faudrait bien sûr éduquer, informer, et ça, c'est un énorme boulot. Tu comprends très bien que quand tu vois ça, et pourtant, la vie est là, la vie ne demande qu'à reprendre et à repartir, et d'ailleurs, si on laisse un peu la vie tranquille, elle va redevenir magnifique. Elle est toujours belle, mais elle est en train de mourir elle aussi. Et tu comprends qu'à partir de là, pourquoi là-haut, quelque part, ils ont décidé ce que j'appellerais la désinsectisation. Ils ont dit cela, ils n'en peuvent plus. On est considéré comme nuisible. C'est pas à nous la faute, hein. Je veux dire par là que c'est pas un problème. C'est pas un problème ni occidental. C'est pas un problème ni... Non, c'est partout. Et les pays en voie de développement sont pires que les autres, parce qu'ils sont dans ce système de l'entre-deux. Et là, j'ai eu aujourd'hui ma surprise en nageant. Je vois ce que je pensais être une bouée blanche. Un gros cube à peu près gros comme une machine à laver, qui sert... je me dis, ça c'est quand même une bouée Maus, hein, je sais pas où ils l'ont trouvé. Eh bien, c'était un gros bloc de ce qu'il faudrait surtout pas mettre dans la mer, du polystyrène. Un gros bloc de polystyrène blanc, c'est-à-dire du super poison.
Et donc il était avec des cordes et il sert simplement de bouée, de bouée, de bouée de fortune. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Là, comme on dit, les bras nous en tombent. Il n'y a plus rien à faire. Le polystyrène, c'est un des poisons les pires pour les océans. Et aucune éducation, aucune information. Des gens qui défilent dans les resorts, j'ai pas vu un seul, hein, où on explique aux gens de ne pas marcher sur les coraux. Parce que les coraux à marée basse, tu peux marcher facilement dessus. Donc, je suis revenu aux mêmes endroits parce que c'est une sorte de tour que je fais. Aux mêmes endroits, je suis revenu à un espace de 10 jours. Et donc, j'ai constaté bien sûr plusieurs buissons de coraux, dont notamment ceux qui ont vraiment qui ressemblent à des cornes de cerf, qui ont été brisés entre-temps par des touristes qui ont marché dessus. Ils sont brisés, donc ils vont mourir. Je veux dire par là que c'est fini. À certains endroits, il y a bien sûr de l'information sur la Terre. Tu vas dans certains pays, par exemple les Maldives, on va avoir une information qui va être donnée. Il y a des choses, ça dépend des endroits. Mais par exemple, certains endroits, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. C'est dommage. Alors, par rapport à certaines choses, ce sont des questions qui sont très secondaires. Ça, je suis d'accord. Mais c'est l'accumulation de toutes ces petites choses qui fait qu'à un moment, on se retrouve à vivre effectivement dans des endroits sur une terre qui n'est pas agréable. Et il y a cette notion, pour en revenir à ce que je te disais, de l'illusion d'optique où on va voir des surfaces. On va voir, oh, on a été en Thaïlande, on a passé des super vacances, mais il y a tout l'envers du décor. Et il y a le fait on n'est pas avec des structures qui sont permanentes. Même les poissons, c'est pas permanent. C'est pas que c'est fragile, c'est très résistant. On est nous-mêmes très résistants. Mais c'est que c'est quelque chose qui passe son temps à se transformer, à évoluer, et éventuellement qui peut disparaître ou qui peut arriver à une forme, une expression qui est quelque part à un moment très triste. La Méditerranée que j'ai connue lorsque j'avais 8-10 ans, ça commence à faire bientôt dans pas très longtemps, un demi-siècle, n'est plus du tout la même au même endroit que celle dans laquelle aujourd'hui je plonge. Je ne vois plus les mêmes choses. C'est un monde qui est à demi-mort, aux mêmes endroits. Il faut des réserves naturelles pour retrouver quelque chose qui ressemble à la Méditerranée d'autrefois, et encore. Ce constat, il peut être fait partout sur la planète. C'est-à-dire que c'est arrivé à un niveau qui est extrêmement important de laideur. On emploie un certain jargon scientifique auprès des gens, économie durable, etc., écologie, environnement, c'est très bien. Mais il y a une chose qu'il faut voir, c'est que nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, ils avaient en face d'eux un monde qui avait une sorte de profusion, d'abondance. Quand ils allaient pêcher, ils sortaient de l'eau dans leur filet des créatures extraordinaires. Non seulement des choses qu'ils pouvaient manger, mais des choses qui les fascinaient. Lorsque les premières équipes découvrent les fonds marins avec des combinaisons, avec des systèmes de plongée autonomes, je pense à Cousteau notamment, qui m'a fasciné comme tant d'autres quand j'étais jeune. Il découvrait un monde qui était d'une richesse, qui était d'une originalité. Il y a quelque chose dans la nature, lorsque elle est encore proche de sa création, qui ramène vers le divin. Parce que ça éblouit. Il y a quelque chose de fantastique, d'extraordinaire dans cette profusion de vie, mais dans cette originalité des formes, dans cette inventivité perpétuelle. Parce que les animaux sont sidérants. Encore là, j'ai pu voir quelques animaux qui étonnent par leur beauté, par leur couleur, par bien sûr leur forme. Mais on sent qu'on est très loin par les tailles, par les espèces, par ce côté spectaculaire, qu'on est très loin de ce qu'il y avait jadis. Et ce qui est en train de se perdre avec toute cette laideur, c'est le sentiment du sacré du monde. Parce que dans la façon que le divin a fait, que toute cette énergie particulière, parce que tout ça c'est des énergies, c'est des vibrations particulières qui s'expriment, eh bien c'est en train tout doucement de mourir, de descendre, ces énergies descendent. Cela tient en fait à la manière qu'on a de se développer et aux outils qu'on utilise pour se développer. Parce qu'on a commencé à faire certaines choses avec des facilités. Et ces facilités aujourd'hui
c'est rapidité, que ce soit le béton, que ce soit l'utilisation de certains produits chimiques. C'est rapide, mais ça a aussi un prix à payer. Il y a un prix à payer derrière, c'est-à-dire qu'à un moment, on va te présenter la note. C'est ce qui se produit aujourd'hui. Et cette note, c'est finalement qu'on est en train d'aller vers de plus en plus de laideur, de moins en moins de beauté, de créativité, de profusion de vie. Et c'est quelque chose qui va avoir un effet, c'est d'enlever le goût de vivre. Parce que cette nature qui était proliférante, mais qui aussi s'exprimait dans une certaine force des êtres humains, aujourd'hui on met en avant la longévité des êtres humains, ce qui n'est même pas certain parce que ça repart dans l'autre sens. Moi je voudrais qu'on me parle davantage de ce qu'on me racontait sur nos parents, grands-parents, mais arrière-grands-parents et leur vitalité. C'était des gens qui quelquefois vivaient moins longtemps, mais qui jouissaient très fort et qui avaient une très forte vitalité. Et d'autre part, la sélection naturelle qui opérait sur eux faisait que les plus dynamiques, les plus forts, avaient transmis leurs gènes et que quelque part, il y avait quand même une sélection qui se faisait, qui ne se fait plus aujourd'hui. Cette espèce d'affadissement général, c'est quelque chose qui peut vraiment enlever la saveur de la vie. C'est très important. On a des personnes qui circulent sur la Terre actuellement, qui essaient de grappiller, peut-être que j'en fais partie d'ailleurs, les derniers moments de beauté, de fulgurance du vivant. Ce que nous vivons aussi au plan des sociétés est en rapport direct avec ça, puisque il faudrait être totalement aveugle pour ne pas voir que toutes les manigances qu'on a subies avec cette soi-disant pandémie ne sont pas quelque part une façon de répondre, de remédier au caractère insoluble des situations qui ont été créées. Parce qu'on a bien vu d'ailleurs, c'est comme un grand test, que la vie revenait parce que les êtres humains n'étaient plus présents à certains endroits. Ce qui fait peur, parce que c'est comme si le test avait été positif. Comme s'il avait indiqué que, ça a l'air d'être la solution. Comme si on avait une sorte de galop d'essai. Il faudrait déjà que les gens apprennent à vivre vraiment la vie. C'est-à-dire à arriver à se poser. C'est vrai que je regardais, ils n'étaient pas les seuls, cette famille française avec le père, la mère et 3 jeunes filles qui étaient charmants. Je pense que c'est des gens qui avaient tout à fait une conscience écologique parce qu'ils sont, comme nous tous, ils sont vraiment déjà endoctrinés dans ce sens. Mais ils n'ont pas compris, et on ne peut pas leur reprocher que déjà dans leur manière de vivre, de profiter de l'instant, et de mettre, j'ai vu entre ce qu'ils vivaient et eux, une espèce de vitre sans teint, il y a en fait tout le problème que nous avons avec le monde. Parce que quand on est dans un certain type de confort, on a des attentes par rapport à ce confort. Et même quand on se déplace à l'étranger, on ne veut pas vivre certaines choses. On n'a pas envie d'expérimenter certaines choses. C'est ça le problème. C'est que personne n'a vraiment envie de changer par rapport à certains éléments qui sont pourtant des créations artificielles. On pense, quand on voyage, qu'on a besoin de plein de choses qu'on va emmener dans sa valise. Mais en vérité, on a besoin de très peu de choses. Et c'est pareil, il va y avoir l'idée qu'il faut ça, un ensemble d'éléments sans lesquels finalement on ne peut pas se sentir à l'aise. Il est évident quand même, on n'y coupera pas, que pour sortir de tout ce que cela fabrique comme destruction périphérique et comme souffrance finalement à la fin, parce que les destructions c'est des souffrances aussi, ça finit par retomber sur d'autres êtres humains, il va falloir vraiment qu'il y ait une grande rupture. Et quelque part, ça fait mal au cœur. Parce que cette grande rupture, elle va se faire en faisant payer le prix à un moment à 1 ou 2 générations. Est-ce que tu comprends, mon gars, ma fille, ce que ça veut dire? Si t'as 20 ans, c'est ta génération qui va morfler. C'est la tienne. C'est-à-dire que c'est tes grands-parents, tes parents qui ont profité d'un certain style de vie et même d'une certaine terre qui était encore assez fraîche. Aujourd'hui déjà on te fait payer à toi qui as 20 ans, ou même à toi qui as 2 ans et demi qui vient de naître, ou à toi qui as 3 ans et demi. On est en train de te faire payer
tout ce que les autres avant toi ont fait sans réfléchir. Ça, c'est injuste. Parce que quelque part, pourquoi est-ce que les êtres humains qui vont venir après nous ne vont pas pouvoir voir certains poissons géants, certaines choses extraordinaires, certaines plantes extraordinaires, certains environnements merveilleux qui te font dire, ah oui, c'est quelque chose la nature, c'est quelque chose de sacré. Maintenant, ils vont être là en train de regarder un océan qui est mort, où il n'y a plus de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est grave. Déjà, il est en train de mourir. Parce que c'est injuste. Moi, on m'a appris le progrès. On m'a appris le développement. On a l'impression que l'histoire humaine, c'est une histoire quand même où on évolue vers des trucs super, grâce à la technique, à la technologie. Moi, j'apprenais ça dans les années, vers la fin des années 70, dans les années 80. C'est un endoctrinement. On te dit, la science va nous faire une vie de rêve. Eh ben, elle nous a fait une vie de merde. Objectivement, c'est ce qu'elle fait. Elle va faire, même à nous, on est encore en train de s'en sortir. C'est comme, tu sens que tu respires moins bien, tu vois, mais tu respires encore. Mais ceux qui vont venir après, ils pourront même plus respirer du tout. C'est ça. C'est-à-dire que quelque part, le pire, c'est ceux qui vont venir derrière. Et c'est ça qui est terrifiant, c'est cette espèce d'égoïsme, d'égocentrisme, même des gens actuellement. Des gens qui ont une quarantaine d'années, qui ne vont pas aller plus loin qu'une certaine réflexion. Moi, mon plaisir, mes petites vacances. Mais qui, quelque part, ne vont pas se dire, mais là, ma fille qui a 8 ans, est-ce que elle va avoir des enfants qui verront ces mêmes choses. Elle pourra dire, ah ben tu sais qu'avec tes grands-parents, on était allé en Thaïlande, on était allé en Afrique, on avait vu ci, on avait vu ça, on a été en Guadeloupe, on avait vu ci. Ah, ça sera des récits de certaines choses. Parce que manifestement, on ne va pas pouvoir tenir cette vie encore très longtemps, vu comment on la traite, comment on la maltraite. Quand on écoute des choses derrière cette grande boîte à cons, tu sais, que j'appelle la télévision, les médias qui te rassurent, qui te disent voilà, maintenant on a pris ça en compte, on a pris ça en compte, mon cul, c'est pas vrai. Sors, voyage, pose-toi quelque part, au lieu de passer 3 jours dans un resort et de profiter, reste comme je le fais dans un endroit avec les locaux pendant 15 jours, 3 semaines, un mois et regarde ce qui se passe. Là, tu vois la vie différemment. Parce que finalement, tu te rends compte que derrière tout ça, il y a du grand n'importe quoi. Il y a du grand n'importe quoi, mais partout. Parce que la pression de l'argent, de gagner de l'argent, reste toujours partout, et encore peut-être même plus depuis qu'il y a eu cette crise du Covid qui a entraîné finalement beaucoup de drames au point de vue économique. Il y a de plus en plus de pression. Et, euh, et l'argent semble être parti dans certains endroits et ne pas en revenir. Ce qui est assez intéressant. Ça, c'est un autre point. Je ne crois pas du tout dans le système. Mais on se repose sur le système. Alors que c'est que l'individu qui peut changer les choses. Alors bien sûr, il ne faut pas avoir des pensées négatives, parce que plus on a des pensées négatives, plus on s'enfonce dans cette négativité. Il ne s'agit pas d'aller dans ce sens-là. Mais il faut quand même regarder les choses en face. C'est essayer de vivre, d'ouvrir les yeux. Et je crois que tout ce système des vacances à l'étranger, dans certains pays en voie de développement, qui se prêtent au jeu parce qu'ils ont besoin d'argent, c'est quelque chose qui est quelque part, qui fait vraiment beaucoup de mal de tous les côtés. Bizarrement. Ça ne crée pas de développement. Ça ne fait que détruire. Et c'est ça qui est très étonnant. C'est ça qui est surprenant quelque part. Ce sont des fausses solutions. Moi, je ne peux pas dire que j'ai la solution, je ne peux pas dire que je suis dans une logique de critique, mais ce qui a été lancé il est évident que ce qui a été lancé pour parer à ça, comme je t'en ai déjà parlé, c'est le fait de supprimer une grosse partie de la population humaine. Ce qui n'est pas la solution à mon sens. Parce que la population humaine telle qu'elle existe, la Terre peut la supporter sans problème. C'est-à-dire qu'il faudrait à partir d'un certain moment que des choses soient faites, mais à un niveau qui est très collectif et individuel ensuite, généralisé. Mais je pense qu'il va falloir qu'on descende plus bas. Donc ça veut dire qu'entre-temps, la vie aura disparu bien plus encore. Elle aura plus de mal à revenir. Parce qu'elle revient quand même toujours. Ça, c'est le côté qu'il faut dire qui est extrêmement positif.
La vie, c'est extrêmement fort puisqu'à la base, c'est une vibration qui nous dépasse. C'est une énergie qui vient d'ailleurs et dont nous faisons partie. Il va falloir quand même à un moment regarder de près toutes ces expériences qui ont été faites pour créer ce qu'on appelle des resorts, c'est-à-dire en fait des systèmes hôteliers qui sont au sein de la nature. Il n'y a pas de resort actuellement qui soit sans dégâts, sans effets destructeurs sur l'environnement. Je pense que sur la planète, ça n'existe quasiment pas. Et si on applique certaines normes, le coût de ces endroits est très élevé. Et c'est donc réservé à une clientèle très fortunée. Donc aujourd'hui, il va falloir revoir peut-être cette vision du monde où on peut faire du tourisme et accepter en même temps les conséquences sur tous les trésors naturels de la planète. Bien évidemment, on a ces cahutes qui sont autour des resorts, là, à chaque fois, et elles font autant de mal, sinon plus que les resorts. Mais elles ne seraient jamais là s'il n'y avait pas les resorts, s'il n'y avait pas la nécessité d'employer une main-d'œuvre. Le problème est général. Et il n'est pas sur un seul pays. On ne peut pas pointer du doigt un pays. Mais on va le retrouver partout. Il faut une autre façon aujourd'hui de se distraire ou de prendre des vacances. Tout le monde a envie finalement de vivre son petit morceau d'aventure, de découvrir la planète. C'est bien, mais à quel prix? Quelle est la conséquence entre les vols d'avion, entre les systèmes qui se développent orientés vers le tourisme? C'est un mode de vie, c'est une façon de profiter du monde qui doit être regardé différemment. On doit en revenir. On doit en revenir parce que les effets sont dévastateurs. Et pour nos descendants, nous n'allons rien laisser à cause de notre égoïsme. Cet égoïsme, ils vont nous le reprocher. Ils pourraient déjà nous demander des comptes. Les plus jeunes, ceux qui ont une vingtaine d'années, peuvent déjà demander des comptes à leurs grands-parents en disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez vraiment profité sans réfléchir. » Et là, nous, il nous reste quoi aujourd'hui? Ça, c'est extrêmement grave parce que dans, je pense, l'histoire humaine, on n'avait pas eu ce genre de problème sur un laps de temps si bref. On avait connu des régions entièrement déboisées pour le bois de chauffage, ayant des problèmes parce que, bien évidemment, le fait de déraciner les arbres entraînait le lessivage des sols ou pouvait entraîner des glissements de terrain. C'est des choses qu'on a connues, mais qui souvent s'étageaient sur une période d'un siècle. Aujourd'hui, c'est d'une rapidité qui est effroyable. Parce que les resorts dont je vous parle, ils ne sont pas anciens. Ils n'ont pas plus d'une dizaine, d'une quinzaine d'années. Et ils continuent de s'en construire. Alors que c'est quelque chose qui devrait être finalement, par tous les pays, interdit. Regardez de près, avec un cahier des charges extrêmement scrupuleux. Mais bien sûr, le tarif à ce moment-là du resort ferait que toutes les personnes qui y vont pour des très bas prix ne pourraient pas y aller. Et ça serait hyper sélectif. On retomberait dans un autre type de problème. C'est pourquoi, face à toutes ces questions, toutes ces structures qui ont été créées, les solutions qui sont aujourd'hui proposées, c'est ce que je t'ai dit, c'est la désinsectisation. C'est-à-dire, on est considéré comme des nuisibles. Et donc, tu sais ce qu'il arrive aux nuisibles et ce qui a déjà commencé. À part que nous, on nous vaporise pas de la bombe, on nous met pas des appâts, des pièges. On nous injecte des choses. On ne sait pas quoi. Dès qu'on touche à la santé, dès qu'on touche en fait à ce qui est le support de vie, l'histoire devient moins drôle. C'est tout de suite dramatique. Parce que, en fait, on touche à la base même de la vie. Les petites histoires qui peuvent arriver dans ton existence, le travail, les rapports avec les supérieurs, les patrons, les cadres, ou si toi-même t'es cadre avec tes employés, la vie amoureuse, tous ces éléments-là, au bout d'un moment, ils vont être complètement écrasés par cette réalité qui est le support de vie. C'est-à-dire comment est ton corps, qu'est-ce qu'on a mis dedans, qu'est-ce que tu manges, comment tu es soigné, et tout ce que tu ne contrôles même pas.
les ondes qui traversent ton corps, les hormones qu'il y a dans certains produits en contact avec ton corps, les éléments qu'il y a dans l'air, et enfin tout le support de vie plus général, les animaux, les plantes, les minéraux. Et c'est quelque chose qui est en train finalement, quand on voyage un peu, parce qu'on ne le voit pas forcément lorsqu'on est dans l'ancien monde, je dirais, mais quand tu es dans les pays qui sont en voie de développement, tu peux constater d'année en année les destructions qui sont faites, la perte des trésors naturels. Tu les vois disparaître, tu les vois se dissoudre devant toi, tu les vois être détruits. C'est comme une espèce de photo qui est en train de jaunir. C'est terrifiant, il n'y a jamais eu autant de mise en danger et de mépris de ce qu'on va de nos propres enfants. Je mets des enfants au monde, mais je leur donne quoi? C'est lamentable. Va voir. Ne fais pas que passer en faisant 2 jours ici, 3 jours là, j'ai fait toute la Thaïlande. Tu vas faire que ton plaisir. Pose-toi quelque part. Reste 10 jours quelque part. Regarde ce qui se passe. C'est sûr que tu vas dire, oui, mais moi, je m'ennuyais. Seulement bon, si c'est toujours en train de... C'est parce que tout le monde ne cherche que son plaisir, ne va pas plus loin que le bout de son nez, qu'à la fin, finalement, on arrive à des systèmes bloqués. Et après, tout le monde pleure. Hein. C'est cris et grincement de dents. Hein. Tant qu'on sera dans cette posture de ne voir que son nombril chacun, que je vois ma petite famille, je vois mes petites vacances, je vois ma petite personne, eh bien, on ne pourra pas s'en sortir parce que nous-mêmes, nous nous mettons dans cet état d'être du bétail. On ne peut pas faire ça. On est dans les derniers moments où on peut voyager. Il faut bien se le dire. Des essais ont déjà été faits pour nous empêcher de voyager. Et je te dis que des études ont été faites très méticuleuses pour voir l'impact que cela avait, c'est-à-dire lorsqu'on retire les hommes de l'équation, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont vu. Ils ont vu. Ils ont vu les animaux revenir. Ils ont vu la vie revenir. Et ça, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour moi. Parce que ça veut dire que si ça marche effectivement, si on nous retire de l'équation, eh ben, on va nous retirer de l'équation. Et ça a déjà commencé. Donc finalement, changer notre comportement, peut-être aussi avoir quand même une approche un peu radicale sur ce sujet pendant un certain temps. C'est peut-être ce qui va permettre aussi de sauver, d'avoir un sursis, et qu'on ne vienne pas, que la solution finale, on va dire, par rapport à l'espèce humaine ne soit pas enclenchée. Parce que je pense qu'on a eu des essais, des coups d'essai, mais il y aura finalement, sans doute à un moment, le passage à une solution effectivement plus radicale, mais sur l'espèce humaine. C'est très choquant quand on voyage. Et on comprend, si tu veux connaître l'envers, l'origine de ce que nous avons vécu pendant 3 ans à peu près, la fameuse crise du Covid, et tout ce qui a été derrière, eh bien il faut aller à l'étranger, il faut voir ce qui se passe, prendre un masque et un tuba et regarder ce qui se passe sous l'eau. Et ensuite lever la tête et regarder tout ce qu'il y a autour. Et t'as compris. T'as compris. T'as compris que c'est comme un sablier et que le sablier est en train de descendre à une vitesse fulgurante. Je voulais connaître l'origine, je voulais m'en assurer. Mais je l'ai trouvé. Et c'est vrai que moi je ne suis pas un scientifique. Un scientifique pourra t'expliquer ça beaucoup mieux que moi et pourrait montrer ce sont ces scientifiques-là qui parlent à certaines personnes, les décideurs. Pas les décideurs, les politiques, c'est pas eux les vrais, hein. C'est pas eux. Mais ce sont bien sûr, ils ont fait leur rapport, ils font leur rapport. Et là, il y a des rapports qui ont été faits pour exprimer qu'est-ce qui s'est passé en arrêtant le flux humain pendant un certain temps sur la planète. Et ça, c'est pas bon pour nous. Mais par contre, là, ça reprend de plus belle. Et je te dis qu'en 15 jours, si en 15 jours, je peux déjà repérer des buissons de corail qui ont été massacrés, en 15 jours, alors que là, nous ne sommes pas à la saison haute. Alors tu imagines à la fin de l'année. La solution, quelque part, elle est dans notre main à tous. Mais il faut accepter de renoncer à un certain type de vie qui a été la vie de nos grands-parents, de nos parents. Il va falloir pour un temps lui tourner le dos à cette vie. Retrouver une vie plus précaire, peut-être moins confortable pour un certain temps, parce qu'il y a une autre façon de vivre, qui d'ailleurs, des fois c'est plus précaire, mais c'est plus intense.
Parce que c'est ça, à force de mettre plein de couches de protection entre nous et le monde, plein de plastique, plein d'éléments, plein de caoutchouc, plein de tout ça, bien sûr, on ne vit plus non plus. Et on en revient à ce que je voulais te dire, c'est que on nous a mis au-dessus un projecteur, c'est pour vivre, c'est pas pour passer la vie dans une espèce de film parfait. C'est ça que font les gens, ils font 2 jours là, 3 jours là. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient juste un décor de cinéma. Ils ne peuvent pas voir la vie qui... Pour voir la vie, il faut la regarder changer sous tes yeux. Il faut être mélangé aux gens dans un pays. Il faut manger comme eux. Moi, j'ai regardé ce qu'ils mangent dans les resorts. Ils mangent leur nourriture à eux. Ils ne mangent pas la nourriture thaï, hein, où ils mangent quelque chose. Des fois, ils font une incursion, mais tu retrouves les mêmes nourritures que tu vas trouver dans tous les pays. Voilà, des frites, des choses comme ça. Vivre, c'est voir le temps qui passe autour de toi dans un endroit, c'est imprégner des ondes de cet endroit, des vibrations. De quoi tu t'imprègnes en ne faisant que passer, en voyant les choses à voir. C'est tellement superficiel. Et c'est ça aussi que l'homme est devenu, c'est quelqu'un qui est là sans être là. Et c'est cette histoire de portable qui est devenu notre compagnon dans notre solitude, notre béquille. Et comme on n'est pas présent dans la vie, eh ben la vie se meurt. Elle meurt. Elle meurt autour de nous. Mais on laisse aussi la responsabilité à d'autres personnes, des gens qui décident à notre place, d'organiser ce monde. Et on rentre dans ce moule. On trouve que ça va bien, c'est facile. On prend un avion, on va sur un site spécial pour faire une réservation pour quelque chose qui est à l'autre bout du monde. Et tous ces systèmes qui finalement semblent confortables sont des systèmes qui créent de la disharmonie, qui créent en fait de plus en plus de problèmes. Avant, tu arrivais dans un endroit, tu discutais avec les gens pour savoir où tu allais dormir le soir. Aujourd'hui, depuis ton pays, bien confortablement avec ton ordinateur, tu organises ton voyage et tu fais ton booking à distance, ta réservation. C'est quoi cette vie-là? Où est la saveur de la vie? On vit tous la même chose. Tout est pareil. Et on force le monde à nous servir exactement ce que nous avons à la maison. C'est quelque chose, c'est un faux confort. Et après, tout a le même goût. Alors tu peux enchaîner les pays, hein. Thaïlande, île Maurice, Seychelles, Madagascar. Ça sera toujours quelque part des cartes postales qui se ressemblent. Mais où est le vrai là-dedans? Où est quelque chose qui est vraiment l'âme du pays où tu vas, l'âme des gens? Je veux dire, tu peux pas l'attraper en une semaine, en 8 jours, en faisant plein de sauts de puce. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, on n'a que ce qu'on mérite. On va en prendre plein la gueule, hein. Ah non, hein, mon gars, ma fille, là, ça va dérouiller, hein. Mais on l'aura bien cherché. Parce qu'on a laissé d'autres personnes décider à notre place. On a laissé des gens créer un monde qui nous paraît pratique avec une application sur un téléphone. Mais ce monde-là n'est pas la vraie vie, c'est déjà une virtualité. C'est déjà une virtualisation. C'est pas la vraie vie. Et après, on va se rendre compte qu'effectivement, ce qu'on a, ce qu'on vit est fade. Ça se ressemble toujours. Un vol d'avion ressemble toujours à un vol d'avion. Un aéroport ici ressemble toujours à un aéroport là. Tu as des petites choses un peu locales. Tu as la langue, effectivement. Tu as souvent la gentillesse des gens qui vont te servir de taxi, de ceci, de cela. Et qui sont transformés en domestiques d'ailleurs. Voilà, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Et ils vont faire les mêmes rêves que toi, ou que faisaient tes grands-parents, c'est d'acheter une voiture, puis 2 voitures, puis 3 voitures. En fait, ça n'en finit jamais. On tourne dans les mêmes conneries. Ce monde-là, la seule question que je veux te poser, c'est est-ce que ce monde-là, c'est le monde dans lequel tu as envie que vivent tes enfants et tes petits-enfants? Est-ce que tu penses que c'est un monde qui donne envie de vivre? Eh bien, si la réponse est non, il n'y a qu'une chose à faire. Ben, il faut tout changer. Donc j'espère que ça t'aura éveillé sur certains points. Je pense que tu peux t'informer là-dessus encore mieux que moi. Et j'espère que ça t'aura libéré de quelques illusions. Je te dis à très bientôt.